Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le successeur des kits Sennheiser G4, le EW-DP. On va voir ce qui change par rapport aux anciennes versions, comment l'utiliser et pourquoi il peut être intéressant. Petite précision, au cas où certains se demandent, ce kit je l'ai acheté moi-même et j'ai aucune relation avec Sennheiser. J'avais juste besoin d'un nouveau kit HF et vu les changements par rapport aux anciennes versions, je pense que c'est intéressant d'en faire une vidéo. Et tant qu'on y est, je vais le dire tout de suite, je suis pas ingé son et donc pas spécialisé dans le son. Je fais de la vidéo et ça nécessite d'avoir un bon son, et c'est un domaine qui m'intéresse, mais je vais être moins précis que quelqu'un dont c'est la spécialité. Et du coup, je vais vous parler de ce qui est intéressant de mon point de vue, non spécialiste, qui fait de la vidéo. Bon, avant toute chose, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors déjà, il y a les manuels, un câble USB-C pour alimenter le récepteur, un mini jack vers XLR, deux piles alcalines et une batterie rechargeable, l'émetteur, le récepteur sur sa plaque aimantée, un câble mini jack, un micro ME2 et des accessoires de fixation pour le récepteur. Là-dessus, j'aurais juste deux petites remarques. Une batterie rechargeable est fournie et elle peut aller dans l'émetteur ou dans le récepteur. Et si elle est dans le récepteur, on peut la charger en USB-C. Je trouve ça plutôt cool, avant il fallait acheter les batteries séparément si on ne voulait pas de piles. Là, on peut toujours utiliser des piles, mais on a cette option qui est déjà inclue. Par contre, il n'y a qu'une seule batterie qui est inclue et pas deux. Je pense que c'est parce qu'on peut alimenter le récepteur en USB-C et charger la batterie et pas l'émetteur. Et de toute façon, en plein tournage, c'est plus simple de recharger le récepteur que l'émetteur. Et en plus, si vous préférez des piles, vous pouvez les utiliser, mais sinon vous avez une batterie qui est fournie. Et perso, je trouve que charger le récepteur en USB-C en rentrant de tournage, c'est plus simple que de s'embêter avec des piles rechargeables. Et pour l'émetteur, soit je continue à utiliser des piles, soit je peux prendre une deuxième batterie. Et en plus, vu les autonomies annoncées, le récepteur devrait tenir une journée de tournage sans trop de soucis, et l'émetteur aussi. Maintenant, deuxième remarque. Alors c'est vraiment du détail, mais franchement, les câbles bleus, c'était pas obligé. Avant, les câbles étaient noirs, c'était neutre, sobre, discret, et en tournage, c'est ce qu'on veut. Les câbles colorés pour identifier une marque, c'est quelque chose qui se fait sur du matos un peu plus amateur, et sur ce genre de matos, c'était pas nécessaire. Mais encore une fois, c'est vraiment du détail. Bon, maintenant, qu'est-ce qui change par rapport à avant? Alors, comme les anciennes versions, ce kit est en UHF, c'est-à-dire que suivant les versions, il fonctionne sur des fréquences entre 500 et 900 MHz. Je crois qu'il y a aussi une version qui fonctionne sur des fréquences autour de 1900 MHz, mais elle a pas l'air commercialisée en France et j'ai pas plus d'infos. Bon, en tout cas, pour l'UHF, c'est plutôt classique sur du matos pro. Mais par contre, contrairement au G4, la transmission est cette fois-ci numérique et plus analogique. En gros, ça veut dire que maintenant, on ne transmet plus le son du micro tel quel, donc l'onde du son en tant que tel, mais une conversion numérique de ce signal, en 1 et en 0. De ce que je comprends, ça permet d'avoir un signal plus précis, peut-être un peu moins de sensibilité aux interférences et aux parasites, mais ça ajoute un très léger délai, moins de 2 millisecondes, à cause de la conversion analogique vers numérique. En vidéo, je pense pas que ce soit important, mais en musique, ça peut l'être un peu plus, parce que le délai peut être très vite gênant pour les musiciens. En termes de son, vous m'entendez actuellement à travers ce kit EW-DP et le micro ME2 fourni avec. Maintenant avec un Sennheiser G3 et le micro ME2 fourni à l'époque, et maintenant avec un Rode Wireless Go 2 et un SmartLav+. Le tout est enregistré directement dans mon Tascam DR70D, et il n'y a aucun traitement qui est fait en dehors d'un ajustement des niveaux pour que tout soit au même volume. Et pour le reste de la vidéo, vous entendez le son de mon micro Canon, donc c'est normal que ce soit assez différent. Niveau ergonomie, là où le G4 ressemblait énormément au G3 qui ressemblait aussi au G2, ce coup-ci on voit énormément de différences par rapport aux anciennes versions. Ils ont quasiment la même taille, mais par contre sur le récepteur, l'écran et les antennes ne sont plus au même endroit, et il n'y a plus du tout d'écran sur l'émetteur. Ça veut dire que pour installer le récepteur, on va pas forcément le monter au même endroit qu'avant, et ça veut aussi dire que pour régler l'émetteur, ça se passe via le récepteur ou via l'application, mais je reviens sur les réglages un peu plus tard. En termes de placement de la marque sur ce produit, j'ai l'impression que Sennheiser se dirige un peu plus vers les personnes qui bossent seules ou en petite équipe. En effet, le récepteur est plus visible et utilisable quand il est posé au-dessus d'une caméra qu'avant, et grâce au système de plaques magnétiques, on peut même les empiler pour des interviews par exemple. Et même toute leur communication est là-dessus. On peut tout régler sans bouger de la caméra via le récepteur ou même avec son téléphone, ça évite des déplacements et quand on est seul pour tout gérer, c'est bien pratique. Par contre, à l'inverse, quand on a la chance de travailler avec un ingé son, je sais pas si c'est idéal. Si on met le récepteur écran vers le haut dans une sacoche, les antennes sont maintenant vers le bas et plus vers le haut. Et vu qu'elles sont toujours pas dévissables, on peut pas les déporter pour les placer à un endroit plus adapté. Par contre, maintenant on peut les incliner, elles seront toujours vers le fond du sac, mais ça nous laisse un peu de marge en plus. Aussi, les câbles sortent maintenant par le côté. Si on a le récepteur sur une caméra, c'est super, mais dans une sacoche son, je suis un peu moins convaincu. On peut plus les coller les uns à côté des autres, il faudra laisser un tout petit peu de place, mais au moins le câble mini jack côté récepteur est maintenant coudé, et c'est ça de moins qui dépasse. Pour ce qui est du nouveau système de fixation, comme je le disais, on a une plaque magnétique qui tient vraiment bien. Pour que ça bouge involontairement, faut vraiment y aller. Mais si on veut jouer la sécurité, on peut tout de même ajouter une vis. Globalement, je trouve ce nouveau système de fixation plutôt sympa, ça peut paraître un peu plus compliqué qu'avant, mais en fait le clip ceinture fonctionne bien, l'adaptateur griffe aussi avec en plus un petit levier déporté si les doigts passent pas, et on peut choisir l'orientation de la plaque, bref, c'est plutôt pas mal. On a maintenant aussi une sortie casque. Je suppose que si vous n'avez pas de sortie casque sur votre appareil photo, c'est bien, sinon peut-être que pour vérifier que le système fonctionne avant qu'il soit branché à quelque chose, ça peut être utile.
Franchement, je suis moins convaincu de l'intérêt, c'est important d'écouter ce qui se passe pour vérifier que le son est bon, mais c'est aussi important de vérifier que l'enregistrement est bon. Et si on se branche ici, on peut vérifier que le micro transmet bien le son, que le micro frotte pas, mais on peut pas vérifier que la caméra enregistre le son trop fort ou pas assez. Et dans le genre de configuration où on n'a pas de prise casque sur la caméra, et c'est aussi le genre de moment où la caméra enregistre en tout automatique. Du coup, je conseille pas trop de l'utiliser cette sortie casque, mais plutôt de passer directement par la sortie casque de la caméra ou de l'enregistreur son. Mais par contre, si on veut inverser le système et par exemple brancher un ordinateur sur l'émetteur et utiliser le récepteur pour faire un casque sans fil, ça peut être cool. Mais faut garder en tête que le signal il sera en mono, donc le même à gauche et à droite. Pour finir avec les différences, comme je disais, plus d'écran sur l'émetteur, des menus plus pareils sur le récepteur, et une nouvelle application pour faire les réglages. Pour passer rapidement sur l'application, au début j'avais peur que ce soit presque obligatoire de l'utiliser pour les réglages, et que ce soit pas forcément agréable. Et finalement je trouve cette application plutôt bien pensée, et surtout pas obligatoire. L'intégralité des réglages qu'on a dans l'application peuvent être gérés via le récepteur, l'application n'est indispensable que pour mettre à jour le micro-logiciel du kit. Et je l'ai pas testé, mais visiblement via cette application on peut aussi contrôler plusieurs récepteurs à la fois. Mais aussi, c'est important de le noter, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec la création d'un compte pour appairer et connecter un kit. Et aussi, pour contrôler le même kit, on peut passer d'un téléphone à l'autre, donc quand on bosse en équipe ou si on loue le matos, ça devrait pas poser problème. Mais franchement, dans des cas similaires aux miens, quand on fait de la vidéo, qu'on a qu'un seul récepteur ou deux et qu'on est proche des récepteurs, l'application elle me semble même pas utile parce qu'en fait on n'a pas énormément de réglages. On a le choix des fréquences avec un scan auto ou une sélection manuelle, le gain de l'émetteur, le niveau de sortie du récepteur, et nouveauté quand même, on peut maintenant désactiver le bouton mute depuis le récepteur ou l'application si on veut éviter de courir après quelqu'un qui aurait oublié de se démute. Il y a par contre plusieurs réglages qui ont totalement disparu, le squelch et la tonalité pilote, mais avec une transmission numérique il me semble que c'est plus utile. Il y a aussi l'émulation de câble qui a disparu, qui de ce que j'ai compris n'est utile que si on utilise le HF pour une guitare sans fil, et franchement j'ai aucune idée de ce que ça faisait, et de toute façon si c'est que pour les guitares, quand on fait de la vidéo ça nous intéresse pas forcément. Maintenant pour synchroniser l'émetteur et les récepteurs, on n'a plus le vieux système infrarouge où on devait activer le mode sur le récepteur, puis le mettre en face de l'émetteur pour qu'il se cale sur la même fréquence. Maintenant, il faut juste appuyer sur le bouton Sync sur les deux boîtiers et il se synchronise. Je sais pas exactement comment ça se passe quand on en a pas mal en parallèle, mais j'ai du mal à imaginer que Sennheiser n'y ait pas pensé. Bref, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, le système fonctionne bien, mais est-ce qu'il y a besoin d'upgrade quand on a un G3 ou un G4 ? Franchement, je pense pas. Le G4, le G3 et probablement même le G2 sont des kits qui restent très performants. S'ils sont pas cassés et que les fréquences fonctionnent toujours dans votre pays, il y a que très peu de raisons de les changer. Vu que les changements sont surtout au niveau ergonomie, à mon avis ça justifie pas de changer. Par contre, si vous avez besoin d'un nouveau kit et que vous voulez l'acheter neuf, le G4 est à peine moins cher, donc autant prendre cette nouvelle version. Et pour info, si votre kit G2, 3 ou 4 est cassé, pensez au fait qu'on est sur du matos pro, c'est conçu pour être réparable et il y a beaucoup de pièces détachées dispo, et même en dehors de Paris, on peut trouver quelqu'un pour s'en occuper. D'ailleurs, j'espère que ça restera le cas avec ces nouveaux modèles. Pour le moment, on n'a quasiment aucune pièce détachée disponible, j'ai contacté Sennheiser pour leur demander ce qu'il en est, je vous tiens au courant en commentaire dès que j'ai une réponse. Maintenant, si vous n'avez pas de kit de cette gamme, mais un système plus amateur comme un Rode Wireless Go, ou si vous avez rien du tout et que vous vous demandez ce qui est le plus adapté pour vous entre ces deux kits, je vais faire une vidéo pour comparer les deux systèmes, parce que même si en termes de son c'est finalement assez proche, il y a beaucoup de choses qui font de ce kit une option bien plus pro. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour pas rater cette prochaine vidéo. Je vais pas vous annoncer de date de sortie parce que niveau régularité, vous avez vu que je suis pas au top. Bref, pour résumer, je trouve ce kit très bon. La gamme était déjà une référence et ces nouveaux modèles sont au niveau. Si vous avez besoin d'un kit d'une gamme pro, il fera le travail. Par contre, dans plein de petits détails, on voit que Sennheiser a un peu réajusté sa cible. Que ce soit la façon de placer le récepteur, l'application, le plan de communication ou ces fameux câbles bleus, j'ai l'impression que ces kits sont plus taillés pour suivre une petite équipe, moins spécialisée que pour être avec un ingé son sur un gros plateau. Dans un sens, c'est très cool, ça permet à des non-spécialistes de plus facilement utiliser le matériel. Mais en même temps, pour une utilisation un peu plus pointue, on perd un tout petit peu, mais vraiment alors un tout petit peu en praticité. Évidemment, ce genre de matos, ça reste une sorte d'entrée de gamme dans le milieu pro. Sur de très gros shows, on utilisait déjà et on utilisera encore du matos plus cher, plus spécialisé, mais quand on est dans un entre-deux, on sent que Sennheiser est cette fois-ci allé un peu plus dans la direction des petites équipes que des grosses prods. Bref, si vous avez des questions à propos de ce kit ou des choses que vous voudriez que je teste, dites-le moi en commentaire. Comme j'ai déjà fait, je pense refaire une vidéo dans quelques mois avec un peu plus de recul. Encore une fois, vous pouvez vous abonner pour pas la rater. Et si vous voulez en savoir plus sur le son, donc le choix des micros, des enregistreurs, des accessoires, etc., j'avais fait cette vidéo qui parle de ça, et donc ça devrait vous intéresser. Allez, salut!